Bonsoir à tous. Merci encore d'être tous là. Je voulais commencer par dire merci à Dedi pour l'opportunité qu'il me donne d'échanger avec vous ce soir. Également, merci à Mind Up Academy. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci à Dedi qui est aussi le modérateur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mindo Lassama, Clélie Ashley. Beaucoup me connaissent sur le prénom de Ashley. Au quotidien, je suis consultante RH, spécialiste en recrutement et en sourcing. J'évolue dans plusieurs domaines comme la data, le marketing, le BTP, les mines et autres. C'est un peu ça mon parcours. Mon objectif ce soir est de vous donner les clés pour évoluer dans le monde du travail en 2026, pour vous faire comprendre que avant et aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, ce n'est plus forcément la même chose. Il y a des choses qui ont changé, les enjeux sont différents et je suis ouverte à toutes questions. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions et je répondrai comme il faut. Je pense que nous allons commencer. Si vous êtes prêts, on va entrer dans le vif du sujet avec notre première partie. Mais avant de passer par la première partie, on va commencer par le brise-glace. Donc, pour le brise-glace, ce serait un petit sondage, une question si je peux dire ça comme ça. Et j'aimerais que vous répondiez en commentaire, ça va beaucoup nous aider pour la suite. C'est, disons, une petite question qui vous aidera à vous évaluer et moi à répondre à vos questions. Parce qu'avant de soigner un malade ou avant de savoir comment guider quelqu'un, on a d'abord tendance à chercher ce qui ne va pas et comment aider la personne. Donc, pour le brise-glace, la question est sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que vous estimez que votre profil est attrayant pour un recruteur? Donc, quand on parle d'attrayant, c'est vendeur. Quand on parle d'attrayant, c'est est-ce que vous pensez réellement que votre profil donne envie à un recruteur de vous recevoir en entretien ou de vous prendre dans son entreprise? J'attends vos réponses en barre de commentaires. Donc, je vois un 8, je vois un 7, je vois un 6. D'accord. N'hésitez pas à donner des réels chiffres qui vous... Soyez sincères et on va avancer ensemble par rapport à ça. Donc, un 7, je dirais que le 7 est plutôt confiant et en même temps pas totalement parfait. Pour le 8, je pense que la personne est plutôt confiante, c'est déjà ça. Et félicitations à la personne. Je pense que c'est monsieur Mohamed Nasser. Pour Paul Chunazo, il a dit 6. Ok, j'encourage les autres à donner une réponse en commentaire et à se noter soi-même. D'accord, je vois un 5, je vois un 7. C'est noté. Donc ça, c'est pour la première partie. Pour les personnes qui ont mis ces différents points, c'est déjà bien de savoir à quel niveau vous vous situez sur une échelle de 1 à 10. Pour le prochain point, ce serait encore une deuxième question. Voilà. Donc pour la deuxième question, j'aimerais savoir quelle est votre plus grande peur au recrutement face à un recruteur ou dans une procédure de recrutement. Généralement, les personnes diront l'intelligence artificielle et les filtres ATS. Pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que beaucoup de personnes, leur profil n'arrive même pas aux recruteurs généralement. On détecte qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle et donc les CV sont bloqués. Les filtres ATS, généralement, nous les recruteurs, nous les utilisons pour filtrer les mauvais profils et également pour filtrer les personnes qui n'ont pas pris leur candidature au sérieux. Parfois, c'est le manque d'expérience terrain pour les personnes qui sont encore en formation.
Parfois, c'est la gestion du stress. On est souvent très stressé en entretien et donc on perd ses moyens et on n'a pas forcément les clés en main pour continuer. Parfois, c'est la construction d'un réseau LinkedIn. Le réseau LinkedIn, lorsqu'il est pauvre, ne nous aide pas forcément à avancer dans le recrutement. Donc également pour ça, j'aimerais que vous me donniez des réponses, s'il vous plaît. Quand vous vous évaluez, qu'est-ce qui vous fait réellement peur en recrutement? D'accord, je vois un croix. Beaucoup de personnes sont dans la gestion du stress. Je vois un 1, l'intelligence artificielle, ok, c'est intéressant. Également, je vois un 2 et un 4, donc le manque d'expérience terrain et la construction d'un réseau LinkedIn. Je comprends. Le stress, beaucoup de personnes parlent du stress. Ok, c'est noté. Donc, même lorsque nous allons échanger, comme Dédi le disait au tout début, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Même s'il faille que je m'arrête pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour répondre à vos questions et également pour vous accompagner. Donc, les questions ne sont pas bêtes, aucune question n'est bête. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, le 3 revient et le 2 revient. Je pense que nous allons commencer. On va commencer par la première partie. Avant de poser une candidature et avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir ce que nous recherchons, nous, d'abord, nous évaluer, nous, personnellement, évaluer ce qu'on recherche dans la vie, quel est notre but, et c'est pourquoi on va parler tout d'abord du moteur, du pourquoi. En 2026, l'intention compte plus que le diplôme. Il faudrait d'abord savoir quelle est votre mission. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Trouver le sens de votre action. Donc, quel, euh, qu'est-ce que vous recherchez dans la vie, d'un point de vue professionnel? Qu'est-ce que vous voulez apporter à la société? Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme but personnel? C'est ça qu'il faut d'abord savoir avant de commencer toute chose. Par la suite, il faudra se connaître également, savoir quelles sont les valeurs que vous avez, quelles sont les valeurs que vous aimeriez avoir et apporter à la société, apporter dans le monde du travail. Donc, disons que c'est un peu une introspection et c'est vraiment important à faire. Ensuite, il y a l'alignement. Pourquoi l'alignement? Il faudrait chercher une entreprise qui est en adéquation avec les missions que vous êtes fixées et également les valeurs que vous avez. Et donc, il faudrait allier ces deux-là pour faire une recherche d'entreprise. L'entreprise dans laquelle vous devez postuler doit forcément avoir les mêmes valeurs que vous avez et également doit pouvoir vous aider à atteindre les buts que vous êtes fixés. C'est pourquoi il faudrait savoir quel est votre moteur, il faudrait vous asseoir et ancrer un peu dans la période d'introspection. Pardon. D'accord, donc on va poursuivre avec la deuxième partie. Le choix du parcours. Le choix du parcours, il est très important. Déjà, on va parler de la licence, disons la base. On a, euh, tous, euh, on a tous tendance à avoir un bac après pour passer le secondaire. Par la suite, se positionner pour une licence. On choisit généralement en fonction de ce qu'on veut. D'autres personnes sont poussées par la famille, d'autres c'est par des passions, par des rêves d'enfance qu'ils choisissent leur licence. La licence est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, disons que ce diplôme est un peu dévalorisé parce que tout le monde a une licence, c'est vrai, mais la licence est importante dans le sens où euh, ça permet d'évoluer sur le long terme. C'est le commencement de votre parcours professionnel. Donc, vous devez vous asseoir, savoir ce que vous recherchez d'un point de vue professionnel, comment accéder à ce niveau-là. Et la licence est le premier pas. C'est comme un enfant qui naît et puis la licence est la période où l'enfant rampe un peu, si on peut dire ça comme ça. Par la suite, le master. Le master et l'expertise. Le master, c'est la spécialisation. Généralement, beaucoup de gens négligent le master, pourtant il est très important. C'est la spécialisation que vous faites. Euh,
En entreprise, généralement, le master est important. Même lorsqu'on veut vous recruter, on demande toujours que la personne ait un master minimum. Et donc, c'est important de faire un master. Et également, c'est important de faire un master en adéquation avec la licence que vous avez faite. Vous ne pouvez pas faire la licence. Je sais pas, moi, je vous donnerai un exemple en digital et vous voulez faire un master en droit. Ce n'est pas forcément en adéquation, à moins que vous soyez orienté vers quelque chose qui va dans le même sens et tout. Donc, il est important d'avoir une licence et un master qui vont dans le même sens. Si vous commencez par une licence en informatique, le master pourra vous permettre d'arriver à là où vous voulez aller. Donc, quelqu'un qui veut par exemple être data analyst ou quelqu'un qui voudra être ingénieur en informatique. Donc, il a forcément commencé par une licence en informatique. C'est pourquoi il est important d'avoir ces deux points-là en adéquation. Les stages et les certifications. Beaucoup de personnes négligent cette partie-là. Pourtant, c'est cette partie-là qui bloque beaucoup de, de gens qui recherchent le travail. Vous savez, il est important de faire des stages et des certifications. Moi, je conseille même souvent de commencer des stages directement après avoir la licence parce que il faut avoir une ouverture large. Dans le monde du travail, les diplômes ne suffisent plus seulement. Les diplômes ne suffisent plus seulement. Il faudrait avoir un stage, même s'il n'est pas rémunéré. C'est très important. Même s'il n'est pas rémunéré, parce que là d'abord, il faut aller sur le long terme. Le stage, vous pourrez le mettre sur le CV, que vous avez fait un stage et donc vous avez une expérience sur le terrain. Et ce stage-là pourra servir d'expérience. Et on va même le compter en entreprise si on dit qu'on veut tel nombre d'années d'expérience pour ce profil-là. Ou pour un poste, on comptera le stage même s'il n'a pas été rémunéré. Vous voyez donc qu'il est très important de faire des stages. Les certifications également sont importantes, des certifications qui sont dans votre domaine. Pour une personne qui a par exemple fait RH et qui voudrait faire des certifications, il y a plein de certifications. Vous pouvez vous documenter sur le net, sur Google, sur ChatGPT. Quels sont les types de certifications qui vous aideront pour votre parcours afin d'enrichir plus votre CV. Et même les certifications, lorsque vous les obtenez, vous pouvez les mettre sur votre CV et ça vous donne plus de chances pour votre candidature. Et donc, ils sont très importants. Les stages aussi sont importants. Les stages montrent que malgré le fait que vous n'avez pas forcément eu tous vos diplômes, ou pas encore le master, une entreprise vous a fait confiance et donc vous avez une expérience terrain, vous avez une certaine expertise. Il faudrait chercher un stage. Ou si vous n'avez pas de stage, faites au moins des certifications, que ce soit en attendant d'avoir votre diplôme ou que ce soit après avoir fait votre diplôme. Donc, en attendant de trouver un stage ou un travail, il est important de faire des certifications. Je vois une question. La question, c'est de Madame Fontabadian. Est-ce qu'on peut faire une licence en RH et faire du marketing digital? Très bonne question. Euh, je connais quelqu'un qui a eu ce parcours-là. Je dirais que tout dépend de ce que vous recherchez, du but final de votre parcours. Vous pouvez faire ça, mais qu'est-ce que vous voulez devenir après, en fait? Qu'est-ce qui est important pour vous? Je connais la personne qui a fait ça. Elle a commencé en RH parce que elle aimait le volet humain, l'aspect humain. Elle aimait être en contact avec les humains. Mais après, elle s'est rendue compte que elle a voulu toucher un peu, disons, à la digitalisation parce que c'est un peu un sujet actuel. Et elle a voulu devenir marketeur, ou marketeuse, si je dirais comme ça. Et je dirais que ça ne pose pas problème parce que le marketing et le côté RH, sont tous les deux dans le volet du management. Et donc, ça ne pose pas de problème, c'est la gestion, c'est le management. Mais si vous avez ce parcours-là, il faudrait tout le temps vous former, surtout en marketing. Vous devrez vous former en marketing, faire des certifications tout le temps parce que la digitalisation change tout le temps, ça avance rapidement. Donc, il faudrait faire des certifications et voilà. Vous aimez le côté RH, mais il faudra choisir à un moment donné parce que les deux ne vont pas forcément de pair en fait. C'est un peu ça. Voilà, on va avancer avec la prochaine partie. Est-ce que c'est conseillé d'avoir plusieurs licences?
Oui, dans le sens où vous voulez par exemple faire une réorientation, ça peut être intéressant. Mais si les licences, je dirais que la première licence peut être importante et la deuxième doit être en adéquation. Donc, quand on prend votre CV, il faut que votre CV soit logique. Vous ne pouvez pas faire une licence, je ne sais pas, en aéroportuaire et après faire une licence en droit. Il faudrait que vous sachiez où vous allez et que votre parcours soit assez logique, que ce soit pour vous, que ce soit pour le recruteur. Il faut que même en recrutement, si on vous pose la question, vous puissiez expliquer au recruteur pourquoi vous avez choisi telle ou telle licence. C'est très important. Donc, on va directement passer à la trajectoire. La trajectoire, on parle de hier et de 2026. Pourquoi hier et 2026? Hier, c'est un peu comme le passé et 2026, c'est actuel. 2026, disons que les enjeux sont un peu différents. On ne s'attarde plus seulement sur votre CV, on ne s'attarde plus seulement sur votre diplôme, mais on s'attarde sur votre parcours. Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? La trajectoire d'hier, c'était les études, le métier directement, après une entreprise et après on va en retraite. Or, actuellement, en recrutement, ce qu'on recherche, c'est des compétences. Quand vous venez, on vous évalue plus sur vos compétences en fait. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? On vous évalue sur la multitude de projets. Est-ce que vous pouvez toucher à plusieurs projets en même temps? On vous évalue sur l'adaptabilité. Est-ce que vous pouvez vous adapter à tout type de marché? Parce que vous pouvez arriver dans une entreprise qui évolue dans plusieurs secteurs et donc vous devez pouvoir vous adapter. Vous pouvez toucher à quelque chose que vous n'avez jamais touché. Vous devriez vous adapter à ça rapidement et ne pas être lent, il faut être prompt. Le portfolio, quelles sont vos réalisations passées et qu'est-ce que vous comptez faire pour le futur? Donc, c'est un peu ça. Disons qu'en 2026, on ne subit plus sa carrière, mais on la pilote. Il est donc très important de se mettre en adéquation avec les tendances actuelles, d'un point de vue professionnel, bien sûr. Je vois en commentaire lettre de motivation et CV. Avant que je ne poursuive, pour ce point, pour ce premier webinaire, nous allons étendre le thème, tout pour décrocher un emploi en 2026 sur 2 webinaires. Ce premier webinaire parlera des prérequis et également du CV. Et pour le prochain webinaire, on parlera du recrutement et, et de la chasse. La chasse, qu'est-ce que j'appelle chasse? Généralement, dans le jargon du recrutement, la chasse, c'est chercher. On apprendra comment bien postuler, comment chercher même en entreprise, comment aller vers les recruteurs même sans qu'il y ait un poste vacant, comment convaincre à travers un seul message. Ça sera pour le prochain webinaire. Mais pour ce webinaire-ci, on parlera des prérequis, donc de tout ce qu'il faut faire avant de postuler et on parlera du CV également. Donc, c'est un peu ça. Pour le point de la lettre de motivation, je répondrai à cette question à la fin du webinaire. On poursuit rapidement. Voilà. Donc, on va parler de LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? LinkedIn, c'est aujourd'hui le réseau social professionnel le plus utilisé au monde. C'est un réseau qui regroupe à la fois les entreprises, les recruteurs, les personnes qui cherchent du travail et c'est vraiment un réseau qui peut vous donner des clés pour atteindre ce que vous voulez. C'est un réseau que beaucoup de personnes négligent, beaucoup de personnes n'utilisent pas. Pourtant, il est important. Lorsque vous cherchez le travail, c'est important d'avoir un compte LinkedIn. C'est très important. Donc, on va parler du CEO et des mots-clés. Déjà pour votre profil LinkedIn, quand vous allez le créer, pour ceux qui l'ont déjà ou ceux qui n'en ont pas, quand vous allez créer votre profil LinkedIn, il faudra avoir une photo. C'est très important. Une photo professionnelle. Donc évitez les selfies Snapchat, évitez les photos avec filtre, évitez vraiment tout ce qui ne fait pas professionnel. Il est important d'avoir une photo professionnelle parce que ça va un peu refléter qui vous êtes. LinkedIn, votre compte LinkedIn, tout comme le CV, est votre carte de visite. Et donc, il est important d'avoir un profil LinkedIn irréprochable. Vous m'écrivez votre nom, bien évidemment. Par rapport à au titre de votre profil, je dirais qu'il faut mettre vraiment un titre stratégique.
Parce que même lorsque les recruteurs font une chasse LinkedIn, quand ils cherchent des profils pour des postes, c'est à partir du titre de votre profil qu'on pourra vous retrouver. Je vais m'expliquer. Si par exemple vous êtes dans le domaine du droit, si vous êtes juriste, vous devriez mettre, je ne sais pas moi, avocat, avocat au barreau. Si vous êtes juriste d'entreprise, vous mettrez juriste d'entreprise. Même si vous êtes étudiant, vous pouvez mettre juriste en formation. Vous pouvez mettre juriste en formation. Il faudrait vraiment un titre qui va attirer l'attention, un titre qui vous mettra dans l'algorithme LinkedIn, même lorsqu'un recruteur sera en train de chercher des profils en fait. Il faut un titre qui est vendeur. Et là, vous pouvez utiliser par exemple l'IA qui vous donnera des titres que vous pourrez utiliser. Il faut un titre qui est vendeur, mais sans trop mentir. Donc un titre assez convaincant. C'est pourquoi il faut utiliser l'IA sur ce point-là, vraiment de façon intelligente. Le storytelling, c'est dire en quelques mots qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous recherchez. C'est dire en quelques mots, c'est vous vendre en quelques mots, tout simplement sur LinkedIn. Vous vous vendez, vous dites qui vous êtes, ce que vous faites au quotidien et ce que vous recherchez. Ça dit un peu, ça en dit long sur vous, sur LinkedIn. Et généralement, les personnes qui se connectent à vous, c'est la première chose qu'ils voient. Donc, c'est aussi important. Donc, publication et preuve sociale. Publication et preuve sociale. Ce point aussi est important parce que vous pouvez généralement avoir déjà créé des profils LinkedIn, mais pour beaucoup, je suis sûre que beaucoup de personnes vont se reconnaître d'ailleurs, vous les créez et vous partez. Vous les abandonnez, euh, vous partez, vous oubliez que vous avez un compte LinkedIn. Sauf que LinkedIn, déjà, ce sont des informaticiens qui les ont créés. Et donc, ils ont mis des points qui vont contrôler chaque profil. Si vous ne postez pas des choses sur LinkedIn, si vous n'avez pas de publication, on croira que vous êtes des ordinateurs, des l'IA. Et donc, même les gens n'oseront pas forcément se connecter à vous. Alors que le but, c'est que vous ayez beaucoup de personnes qui se connectent à vous afin d'avoir des relations professionnelles. Il faudrait poster de temps en temps, faire des publications, faire des republications afin que des personnes savent que vous existez, afin que même LinkedIn sache que vous n'êtes pas un robot et également afin que vous ayez des preuves sociales. Des preuves sociales, c'est-à-dire si vous faites un post sur LinkedIn, ça marche de la même manière que Facebook ou Instagram. Quand vous faites un post, les personnes qui viennent commenter, ce sont des personnes qui vous connaissent. Et donc, si des personnes viennent commenter un post que vous avez fait sur LinkedIn de manière positive, ça va attirer d'autres personnes à venir se connecter à vous et ça prouvera que vous avez un parcours qui est intéressant. Ça prouvera que vous êtes une personne de bonne foi. Donc, il est important d'avoir un compte LinkedIn, de bien le présenter, mais aussi de faire des publications de temps en temps. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. N'hésitez pas à poser des questions, hein. C'est important. Je suis là pour ça. Donc, je vois le commentaire de Monsieur Rudel Chiba. C'est quoi un bon CV pour quelqu'un qui sort juste des bancs de l'école, c'est-à-dire qui n'a aucune expérience, compétence à vendre? N'est-ce pas mieux de faire des certifications au fur et à mesure que la carrière se construit? Très bonne question. Pour le point des CV, on reviendra dessus tout à l'heure. C'est la deuxième partie du webinaire. On en parlera, que ce soit pour une personne qui n'a pas encore d'expérience ou que ce soit pour une personne qui a de l'expérience. Par rapport au point des certifications, généralement, ceux qui ont déjà un master ou une licence restent souvent, ils cherchent du travail, mais en même temps, ils restent sans rien faire. Et donc, c'est important de ne pas rester sans rien faire. Vous savez, quand un recruteur prend votre CV, s'il voit du creux dans votre CV, qu'est-ce que j'appelle creux? C'est le temps où vous n'avez rien fait. Il se posera des questions sur votre parcours, sur votre profil, pourquoi vous êtes resté sans rien faire. Et directement, on peut vous juger. On peut croire que vous êtes quelqu'un qui reste sous ses lauriers, quelqu'un qui ne, ne cherche pas à travailler, quelqu'un qui ne cherche pas à se former tout le temps. C'est pourquoi je parle des certifications. Les certifications, pas forcément pendant que vous faites déjà votre formation de licence ou de master. Non, mais en attendant de trouver un travail. Afin que même lorsque vous n'avez pas encore de travail, vous vous formez. Pour quelqu'un qui est
qui a une licence en RH et un master en RH, si elle n'arrive pas encore à trouver un stage, le fait de se former par exemple sur la paye, je ne sais pas, sur le logiciel Sage Paye, l'aidera pour son prochain poste. Et donc même lorsque vous allez aller en entreprise pour un recrutement ou pour un processus de recrutement, on va voir que vous n'avez pas encore trouvé le travail, mais vous vous êtes formé pendant ce temps. Vous avez utilisé ce temps, pas pour dormir sur vos lauriers, mais vous l'avez mis à profit en vous formant. Et c'est intéressant, ça donne envie de vous recruter parce qu'on se dit que cette personne cherche tout le temps à se former, cherche tout le temps à performer. Et même le logiciel que vous allez apprendre, par exemple pour la certification, vous aidera pour le poste. Parce que généralement, quand vous venez en entretien en tant que RH, on vous demande si vous savez manipuler un logiciel de paye. Donc, c'est important de se former. Toujours se former. Ne jamais rester sans rien faire. Une autre question, sommes-nous obligés de faire des posts sur LinkedIn pour booster nos profils? Je ne dirais pas que vous êtes obligés, mais c'est important et c'est intéressant. Pour des personnes qui n'aiment pas poster, parce que moi-même, j'aime pas poster. Pour des personnes qui n'aiment pas poster, je vous conseille de poster au moins une fois par mois. Soit poster, soit republier des posts de d'autres personnes en donnant tout simplement vos avis. Ou juste republier sans donner votre avis. C'est très important. Est-ce que nous aurons des séances qui vont nous aider à exploiter les plateformes comme LinkedIn? Bien sûr, comme je le disais au tout début du webinaire, ça sera dans la deuxième partie du webinaire, le deuxième webinaire qu'on va organiser. Je vais vous apprendre à utiliser LinkedIn, je vais vous apprendre à chercher le travail avec LinkedIn, à vous connecter aux gens qui sont importants. Voilà, je pense qu'on va poursuivre. Débat flash. On va venir directement au débat. J'aimerais que vous répondiez directement en commentaire. N'hésitez pas à interagir et à répondre de manière sincère ou intelligente. C'est au choix, c'est vraiment selon ce que vous pensez. Selon vous, lequel pèse plus lourd en 2026? Est-ce que ce sont les diplômes ou les compétences? Je vous écoute dans les commentaires. Je vois Josué qui dit les deux. Et une personne dit les compétences. Troisième personne dit complémentaire. Les deux, les compétences. Ok. Je vous laisse répondre avant de répondre à cette question. Quelqu'un dit les deux. Les deux sont complémentaires, c'est vrai. Compétences. Je vois quelqu'un qui a mis les deux. Ok. Je dirais que les deux sont complémentaires. Mais si je devais évaluer sur une échelle de 100%, je dirais que c'est un peu 40%, 60%. Et bien évidemment, les compétences sont un peu 60%. Et vous allez me demander pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a des diplômes de différentes écoles, que ce soit de bonnes écoles comme de mauvaises écoles, pardon. Tout le monde a les diplômes. Et avant, on disait que quand tu as le master, dans ton parcours professionnel, tu es au top, tu es au haut niveau. Mais actuellement, tout le monde a un diplôme. Tout le monde a une licence. Le master, c'est, disons, c'est un peu une routine pour certaines personnes. Je connais des personnes qui ont 3 masters. Et donc, est-ce que ça définit ce que vous êtes dans le monde professionnel? Non. Malheureusement, non. Ça vous donne du crédit pour les gens autour de vous. Mais en entreprise, ce qui compte bien évidemment, ce sont les compétences. Et donc, c'est pourquoi il est important de se former. C'est pourquoi il est important de trouver un travail. C'est pourquoi il est important de faire des stages et des certifications. Il faudrait tout le temps se former pour pouvoir avoir les compétences. Le diplôme ne suffit plus seulement, malheureusement. Si vous regardez les différentes annonces sur le net pour les postes, on a tendance à appuyer expérience de tel nombre d'années minimum. On appuie, on met ce point-là toujours en évidence. On appuie, on demande toujours, il faut que cette personne ait telle compétence dans tel domaine, cette personne ait déjà travaillé dans telle entreprise, tel type d'entreprise, dans tel secteur d'activité. Et donc, les compétences sont vraiment importantes. Les diplômes, je ne vous demande pas de fuir l'école. Je ne vous demande pas de fuir l'école, je ne vous demande pas de ne pas avoir des diplômes. Je vous demande tout simplement d'allier les deux.
d'allier les deux. Ce sont les compétences qui vont faire la différence entre vous et d'autres profils en entretien. Et donc, il est important d'avoir des compétences. Donc, on va poursuivre avec le prochain point, le CV. Je pense que c'est un peu la partie que tout le monde attendait. Le CV en 2026. Donc, le CV. Pourquoi c'est dur en 6 secondes? Vous savez, moi, personnellement, dans mon quotidien de recruteur, je n'ai pas le temps de prendre du temps sur un CV. Franchement, 6 secondes même, c'est énorme. 6 secondes, c'est énorme. On a généralement près de 200 à 300 CV parce que il y a des entreprises qui utilisent des logiciels de cri. Mais nous, en tant que consultants, on crie nous-mêmes parce que c'est plus intéressant de crier. Tu apprends plus sur ce que tu recherches pour ton client et ça a plus d'impact. Quand tu cries les CV, tu connais les candidats que tu vas présenter au client. Tu es directement en contact avec la personne, même sans avoir vu la personne. Et donc, on fait un cri de manière manuelle. Et vous savez, si j'ai 200 CV, est-ce que vous pensez réellement que je vais pouvoir accorder, je ne sais pas, 2 minutes à chaque CV pour regarder point par point ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous aimeriez faire? Non, malheureusement non. Je pense que c'est un peu pour ça que beaucoup de personnes disent que les RH sont méchants ou sont trop durs avec vous ou avec les jeunes. Mais non, c'est juste on essaie de faire notre travail et de manière rapide. Généralement, on a des délais à respecter et donc on essaie d'aller assez rapidement. Donc 6 secondes, c'est le maximum qu'on peut accorder à un CV lorsqu'on a un gros lot de CV à regarder. C'est pourquoi il faut qu'il y ait de l'impact visuel. Donc, impact visuel, ça passe par les couleurs, ça passe par la façon d'écrire, les mots-clés qu'on met en évidence dans le CV. Qu'est-ce que j'appelle mots-clés? Si par exemple vous êtes une personne qui fait comptabilité, il y a des points qui doivent être en gras. Les logiciels comptables que vous avez eu à utiliser dans votre parcours professionnel ou les logiciels que vous avez appris à l'école que vous dites que vous maîtrisez. Donc il y a des points qui doivent être en gras. L'entreprise où vous avez été, les années, le nombre de temps que vous avez fait là-bas, c'est également important. Donc il faut des points qui vont faire en sorte que lorsque la personne a votre CV, ce sont les premiers points il pourra voir. Il pourra regarder rapidement et tout. Mais vu que c'est en gras, c'est d'abord là-bas que son attention sera poussée. C'est donc pourquoi il faut qu'il y ait de l'impact visuel pour vraiment encourager la personne à plus chercher à lire votre CV, à plus se concentrer sur votre CV. La clarté avant tout, on parle de clarté avant l'esthétique. Certaines personnes veulent tellement bien faire, veulent tellement attirer l'attention sur leur CV que ça manque de professionnalisme à la fin, ça devient fatigant pour le recruteur. Il est important d'avoir un CV beau, c'est vrai, mais il doit surtout être clair. Évitez trop de fantaisie sur votre CV. Évitez trop de couleurs extravagantes, trop flashy. Évitez des images, des photos compliquées, je sais pas, évitez beaucoup de choses. Soyez juste clair sur votre CV. Il doit juste donner un avant-goût de qui vous êtes et vous pourrez vous défendre en entretien. Votre CV doit juste pouvoir faire en sorte que on vous prenne en entretien quand on vous appelle pour une seconde partie du recrutement. Et donc, il faut être clair. Avoir de l'esthétique, c'est vrai, mais être plus clair, c'est important. Donc, une hiérarchie logique. Ça aussi, c'est important parce que généralement, quand on prend un CV, on voit l'expérience la plus ancienne. C'est par ça que les personnes commencent souvent. D'autres personnes commencent par leur âge et après, quand on veut chercher son numéro, c'est à la fin du CV qu'on le trouve. D'autres personnes commencent par les références. C'est un peu embrouillé. C'est important vraiment d'aller pas à pas sur son CV. C'est important. Donc, commencez par les diplômes que vous avez eus. Ensuite, mettez les formations professionnelles que vous avez de la plus récente à la plus ancienne avec les années délimitées. Ça veut dire que si j'ai été
je dis n'importe quoi. Si j'ai été analyste de données en 2019 et que j'ai juste fait 6 mois, je mets le nombre de temps. Ça veut dire que je mets analyste dans telle entreprise de telle période à telle période. Certaines personnes utilisent la ruse pour pouvoir, quand on les appelle, il va te dire, il va juste mettre 2019 sans délimiter les périodes pour qu'on puisse le rappeler et on va juste croire que c'est un an, mais après ça vous discrédite aux yeux du recruteur. Le recruteur se dira que vous n'êtes pas très sérieux en fait. Donc c'est important de délimiter également les années et on pourra compter ces années-là et ces mois-là pour voir si vous correspondez à ce que le client recherche ou pas. C'est pourquoi il faut que votre CV soit propre, soit vendeur, soit attrayant. Avant de passer à la prochaine partie, je vais répondre aux questions. Aurons-nous aussi des outils pour mieux élaborer nos CV? Oui, je répondrai à cette question tout à l'heure. Ce qui est prévu, c'est que je vous montre des CV qui ne sont pas forcément bons et qu'on peut améliorer et des CV qui sont, selon moi, plutôt bien. Et voilà. Et après, je vais vous donner quelques petits outils pour... normalement, ce sont des outils que vous utilisez déjà, mais généralement, certaines personnes les utilisent mal. Et c'est pourquoi les CV sont bloqués. Mais on parlera justement de ce point. La deuxième question, est-ce que c'est important de mettre une photo sur le CV pour la sélection? On reviendra sur ce point tout à l'heure, je répondrai à cette question. Cette question fait partie du webinaire. Voilà. Donc, on va continuer. De l'exécutant à la porteur de valeur. Là, vous pouvez bien voir que il y a deux types de, de personnes. Donc, on a la personne qui est très simple dans sa façon de formuler ce qu'il fait au quotidien. On a la personne qui va droit au but, qui donne des chiffres, qui est dynamique. Donc, j'ai géré des réseaux sociaux de l'entreprise et j'ai publié des posts quotidiennement. C'est vrai que certaines personnes diront que ça donne envie de savoir, ça va donner envie de savoir ce que vous avez fait généralement. Ça va donner envie qu'on vous appelle pour savoir et vous pourrez vous défendre en entretien. Sauf que on n'a pas vraiment le temps de savoir. Donc, il faudrait mettre des chiffres. Vous voyez, là, on a mis augmentation de 25% de l'engagement sur LinkedIn en 6 mois via une stratégie de contenu ciblé. Et donc là, ce que j'ai dans ce point-là, on a un verbe d'action, on a des chiffres concrets que vous pourrez démontrer en entretien et on a une preuve d'impact réel. Le fait que vous ayez fait votre parcours dans cette entreprise, vous avez obtenu tel objectif, ça prouve que vous êtes un profil qui peut avoir de l'impact pour un prochain, pour une prochaine entreprise. C'est pourquoi il faudra utiliser des verbes d'action, des chiffres, si c'est possible, bien évidemment, et des preuves d'impact. Je vous donne un autre exemple. Pour une personne qui est commerciale, vous ne direz pas tout simplement que je fais de la prospection en général, ou vous ne direz pas que j'ai vendu tel nombre de produits. Non, vous direz j'ai participé au développement du chiffre d'affaires mensuel ou annuel de l'entreprise. J'ai prospecté pour de gros clients. J'ai enrichi le portefeuille client de mon entreprise. Et donc, vous voyez que cela a plus d'impact et donne plus envie de vous parler. Ce n'est pas du mensonge. Au contraire, c'est juste une façon embellie de dire réellement ce que vous faites. Et même, c'est plus, ça donne envie de vous parler et c'est plus vendeur. Donc, il est important de bien formuler les choses sur votre CV. Et encore là, vous pouvez utiliser, je sais pas, ChatGPT ou Claude comme IA. Mais ce qu'on vous demande, ce n'est pas de copier-coller ce que l'IA dira. Ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser ça de manière intelligente, de reformuler en vos propres termes, de dire ce qui est vrai, de ne pas mentir. C'est très important. Donc, je vois une autre question. Bonsoir, est-il nécessaire de retracer tout son parcours sur le CV? Je dirais que non. C'est vrai que en entretien, j'ai déjà eu ce cas. J'ai déjà eu plusieurs cas comme ça.
Étant donné que je recrute sur des profils qui se soient stagiaires comme seniors, donc parfois tu peux te retrouver avec un CV qui a 4 pages parce que la personne a retracé tout son parcours. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais ça, disons que ça fait un peu perdre du temps, en vrai. Donc, disons que ça va au feeling, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais il est important d'orienter son CV en fonction de ce que de l'offre à laquelle vous voulez postuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur votre CV, euh, vous avez fait plusieurs secteurs. Disons, vous avez été dans les mines, ensuite vous êtes parti en BTP, ensuite vous êtes allé dans le secteur de la distribution. Est-ce que vous pensez réellement que quand le recruteur va venir vous contacter pour une opportunité, par exemple, qui est dans le BTP, l'expérience en mine et l'expérience en distribution sera importante? Non. Il se concentrera sur l'expérience que vous avez déjà eue dans le BTP. Et donc, il est important d'orienter son CV en fonction de l'offre de poste pour laquelle vous postulez. Donc, vous pouvez mettre toutes les expériences que vous avez, mais vous devriez mettre plus en avant le secteur dans lequel vous avez travaillé qui correspond avec ce que l'offre recherche. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous avez besoin d'une reformulation sur ce point-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est juste pour dire que même lorsque vous envoyez votre CV, là on parle du CV standard, du CV général, mais chaque offre a une a un CV à lui. Je m'explique. Le CV que vous faites, il est général, mais si vous postulez pour une offre dans le secteur du pétrole et du gaz, si vous avez déjà travaillé dans ce secteur-là, mettez plus en avant les expériences que vous avez eues dans ce secteur-là et donc ça vous donnera plus de chances d'être contacté par le recruteur parce que c'est dans ce secteur-là qu'il recherche des profils. Donc c'est plus dans ce sens-là que je parle. Maintenant, oui, ça peut attirer confusion pour le nombre d'années d'expérience parce qu'on compte généralement tout ce que vous avez fait pour le nombre d'années d'expérience. Mais même dans la partie qui suis-je du CV, vous pourrez donner le nombre d'années d'expérience que vous avez tout simplement, si vous voulez qu'on sache et si pour vous c'est important. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur Mokhtar. Je vais poursuivre avec la prochaine partie. Voilà. On parlait tout à l'heure des filtres IA et des mots-clés. Les mots-clés, comme je vous l'ai dit, ce sont les points qui sont importants. C'est important parce que c'est la première chose qu'on voit. Et également, il y a les filtres ATS. Beaucoup de recruteurs, beaucoup de RH utilisent les filtres ATS. Parfois même, ce n'est pas eux qui les utilisent, c'est l'entreprise qui les impose pour faire le tri des CV, pour éviter que les CV qu'ils ont déjà, les bases de données, soient affectées, pour éviter les virus également. Et donc, il faut faire attention à la façon dont vous faites votre CV. Évitez les CV, d'envoyer vos CV en fichier Word. C'est une erreur à bannir. Franchement, c'est important. Pour des personnes qui ont postulé pour le même poste, lorsque votre CV est en fichier Word, il est plus long à lire et c'est moins pratique à partager. Donc, mettez vos CV en PDF, c'est très important. Évitez les polices exotiques, les polices qui sont illisibles. Évitez de les mettre en petits caractères, de telle sorte que même quand on imprime votre CV, on ne voit pas ce que vous avez écrit. Généralement, c'est vrai on a vos CV sous forme virtuelle, mais parfois, lorsqu'on n'a pas le temps de les avoir sous forme virtuelle, on les imprime. Et donc, si vous avez utilisé des polices illisibles, encore plus de manière imprimée, on ne pourra pas voir vos CV. Donc, utilisez des polices simples. Vous avez Time New Roman, vous avez Calibri. Ne faites pas des choses trop fantaisistes pour la police. Restez sur une police claire et lisible. Une structure simple, pas de colonnes complexes, ne mettez pas trop de paragraphes qu'on ne comprend pas, ne mettez pas trop de, je sais pas, des cœurs ou des bulles. Franchement, restez simple, minimaliste. Les mots-clés. Comme je vous l'ai dit, les mots-clés sont en fonction de l'offre à laquelle vous postulez.
mettre les mots-clés en gras. Si on a demandé une RH qui a tel nombre d'années d'expérience, qui maîtrise telle compétence, qui a l'esprit d'analyse, l'esprit critique, qui sait s'adapter. Mettez ces mots en gras, mettez-les en évidence de telle sorte que lorsqu'on va regarder ce que vous êtes et ce que vous représentez, on puisse rapidement les voir en fait. Adaptez votre intitulé de poste. Ça aussi, c'est très important. Si sur votre CV de base, il est écrit commercial, commercial tout court, et que là, vous avez postulé pour un poste de commercial, assistant, écrivez assistant commercial. Ça, ça montre le fait que vous vous projetez, même si vous n'avez pas encore eu d'inscription sur ce point-là, ça montre que vous vous projetez sur le long terme, et donc c'est encore plus attirant. Listez vos skills explicitement. Explicitement, c'est-à-dire utiliser un seul terme pour définir qui vous êtes. Un seul terme, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un de curieux dans la vie en général, curieux dans tout, mettez juste curiosité efficace par exemple. Une curiosité efficace. Ou mettez sens de l'analyse. Ou mettez autodidacte. Franchement, mettez des termes clairs qui définissent qui vous êtes. Et ne faites pas de longues phrases au niveau des skills. Et intégrez les soft skills recherchés également. Les soft skills recherchés, ce sont les soft skills qui sont déjà dans l'offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans l'offre que vous avez vue et à laquelle vous voulez postuler, il est écrit qu'on recherche une personne qui sait s'adapter ou une personne qui a l'esprit de critique, une personne qui est plutôt discrète. Discrète dans le sens où ne se fait pas remarquer, une personne qui sait garder les secrets de l'entreprise. Mettez cela dans votre CV. Vous pouvez l'ajouter avant d'envoyer votre CV au recruteur. C'est très important également et ça montre que vous êtes en adéquation avec ce qu'on recherche. Voilà, donc on va poursuivre. Je pense qu'on a une question. Est-ce qu'on peut utiliser les plateformes de création de CV, s'il vous plaît? Généralement, beaucoup de personnes utilisent Canva. Malheureusement, il y a des filtres ATS qui refusent Canva. Et là, c'est un point que je comptais vous dire tout à l'heure. Il y a des filtres que les entreprises utilisent qui font en sorte que votre CV n'arrive même pas dans la boîte mail du recruteur. Parfois, il y a des ATS qui refusent les CV qui ont été faits par Canva. Et donc, vous pouvez faire votre CV tout simplement sur Word. C'est plus long, mais c'est important parce que ça va vous aider plus tard à avoir un travail. Donc, vous pouvez faire votre CV sur Word. Et en plus, ça vous facilite la mise en forme de manière générale. Donc, évitez les plateformes trop compliquées qui vous font les CV sans que vous n'ayez à écrire quoi que ce soit. C'est vrai que c'est facile, ça fait gagner en temps, mais ça peut vous créer des problèmes. Parfois, vos CV n'arrivent même pas aux yeux du recruteur, pourtant vous avez des bons profils. Donc, faites simple en fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est même de regarder sur les vous tapez faire un CV sans qu'il ne soit bloqué par les ATS. Tout simplement. On va vous donner des logiciels à utiliser pour faire un CV, des petits tips afin que votre CV ne soit pas filtré. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On va poursuivre. L'IA, votre allié secret. Franchement, c'est bien que je suis contente parce que j'ai vraiment souligné le mot votre allié secret. Le mot secret est hyper important. On va revenir sur ce point, je vais répondre aux questions. S'il vous plaît, entre le niveau d'études et l'expérience acquise, pour le cas de deux individus qui postulent sur une même offre, lequel sera retenu? L'un a l'expérience, mais un niveau d'études minimum, et l'autre a le niveau, mais pas d'expérience. Je pense que vous serez étonné parce que, voilà, vous serez étonné, mais on va retenir la personne qui a plus d'expérience. Voilà. Parce que je connais des gens qui n'ont même pas, n'ont pas encore de master, mais qui travaillent déjà. Et qui ont été retenus pour des postes de chargé ou des postes de responsable.
parce qu'ils ne se sont pas, ils ne sont pas restés sur le fait qu'ils n'ont pas encore de master. Ils ont eu leur licence, ils ont commencé à travailler, ils ont cherché à postuler, cherché à enrichir leur CV et donc par rapport à d'autres candidats, c'est eux qu'on a retenus. Et donc c'est pourquoi il est important de faire des stages, il est important de faire des certifications. Ne restez pas comme ça à compter juste sur votre diplôme. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, mais si vous n'avez pas d'expérience terrain, on ne vous prendra jamais. Malheureusement, c'est vrai. C'est cru, mais c'est vrai. Donc, il est important de faire des stages. Et ça revient au point de tout à l'heure que je disais de formez-vous, faites des stages. Prenez même des stages non rémunérés. C'est vrai que c'est dur au début, mais quand vous prenez un stage non rémunéré, après généralement, on vous rémunère, à moins que le, le, l'entreprise dans laquelle vous êtes soit de mauvaise foi. Mais généralement, après, vous passez du stage non rémunéré au stage rémunéré, surtout si vous performez. Donc, l'important, c'est juste d'avoir votre chance d'ancrer en entreprise. Une fois que vous ancrez en entreprise, vous vous défendez de telle sorte que même votre responsable ne vous laisse plus partir de l'entreprise. C'est très important de faire des stages. Beaucoup de gens refusent les stages parce qu'ils ne sont pas rémunérés ou selon eux parce que la rémunération est minime. Sauf que il faut voir sur le long terme, il faut être ambitieux. Voir sur le long terme dans le sens où l'espérance que vous minimisez parce qu'elle n'est pas rémunérée vous aidera demain à avoir un poste un peu plus stable. Et donc, prenez le poste. Maintenant, il est important d'avoir un stage, mais il faut que le stage soit en adéquation avec ce que vous faites. Ce que vous faites dans le sens où si vous êtes RH et qu'on vous propose un stage d'assistante RH ou de sourceuse non rémunérée, prenez le poste. Prenez le poste parce que cette expérience-là, même si elle est de 3 mois, même si elle est d'1 mois, pourra figurer sur votre CV. Ça montrera que vous avez une expérience terrain. Ça montrera que vous avez été accepté par une entreprise vous a fait confiance et que vous maîtrisez quand même un peu le domaine, même si ce n'était pas rémunéré. Qui saura que l'expérience n'a pas été rémunérée? Vraiment, personne ne saura. Il n'y aura que vous et peut-être votre entourage. Le recruteur en face, s'il vous prend pour un second entretien, on va savoir que vous avez travaillé de telle période à telle période et la personne ne saura pas si votre expérience a été rémunérée ou pas, à moins que vous le disiez. Donc, franchement, cherchez des stages. Cherchez des stages, formez-vous, c'est important. Dans le cas où un étudiant est en recherche de stage dans une entreprise sans offre postée, quel sera l'intitulé? C'est comme je disais tout à l'heure, vous mettez l'intitulé que vous visez. Ça veut dire que si, même s'il n'y a pas d'offre, si vous recherchez... par contre, dans ce cas, c'est très important de mettre les expériences que vous avez déjà eues dans le passé. Vu qu'il n'y a pas d'offre ciblée, donc, mettez toutes les expériences, peu importe le domaine dans lequel vous avez travaillé, vous mettez toutes les expériences pour on voit un peu que vous avez touché à tout. Comme ça, l'entreprise saura que, voilà, vous avez travaillé dans plusieurs postes et vous pouvez vous adapter facilement. Donc, mettez toutes les expériences pour ce cas-là. Vous mettez l'intitulé de poste que vous voulez. Ça veut dire que même s'il n'y a pas d'offre que l'entreprise a postée, si vous voulez être assistante de direction, vous mettez assistante de direction. Et maintenant, tout se jouera tout simplement dans le mail que vous allez envoyer. En objet, dans le mail, vous allez mettre candidature spontanée, assistant de direction. Forcément, le mail restera. Même si on ne vous appelle pas directement, dans quelques mois, on vous appellera. Pour une anecdote, le poste que j'occupe actuellement, je me souviens même pas avoir postulé parce qu'on m'a contacté après beaucoup de temps. Je me souviens même pas avoir postulé. Jusqu'à aujourd'hui, je sais toujours pas comment j'ai fait pour postuler là-bas pour qu'ils aient mon CV. Et même quand je regarde le CV qu'ils ont eu, c'est un ancien CV qui n'a même pas toutes les compétences que j'ai aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est important d'envoyer les CV. Ne vous découragez pas. Beaucoup de gens envoient les CV tous les jours et ils se disent, oh non, est-ce qu'ils voient même mon CV? Est-ce que c'est vrai que beaucoup ne voient pas les CV à cause des filtres ATS comme on le disait? Mais parfois aussi quand il n'y a pas de poste, pourquoi vous voulez on ne pourra pas vous répondre? S'il n'y a pas de poste, si vous faites une candidature spontanée et qu'on ne recherche pas actuellement, on ne vous répondra pas sur le moment. C'est lorsqu'il y aura le besoin qu'on vous appellera pour venir pour le poste. Donc voilà pour la réponse. Et dans le cas d'un étudiant sans aucune expérience, que doit-il mettre dans le CV qui puisse attirer l'attention? C'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Je dirais que dans ce cas-là,
Vous mettrez ce que vous avez appris à l'école. Dans la partie expérience, si vous avez une partie, si vous faites de l'entrepreneuriat, vous pouvez mettre que vous faites de l'entrepreneuriat. Vous n'écrivez pas entrepreneuriat, bien évidemment. Vous mettez, je donnerai un exemple, si vous faites dans la vente de vêtements en ligne, vous reformulez le sujet d'une bonne manière, de façon à attirer l'attention. Je sais pas, disons marketing digital, vente en ligne, de produits vestimentaires. Franchement, vous mettez en avant ce que vous faites déjà en tant qu'entrepreneur. Et je sais pas, au niveau du poste, vous pouvez mettre CEO, vous pouvez mettre PDG, vous pouvez mettre ce que vous faites. Et maintenant, dans la description du poste, vous décrivez point par point ce que vous faites au quotidien. Et vous mettez les points clés en gras. C'est un peu ça, c'est pour remplir votre CV, c'est pour donner envie de lire votre CV. Et voilà. Franchement, tout dépendra de ce que vous mettez en accompagnant votre CV, les lettres de motivation, euh, de ce que vous mettrez dans le résumé de votre CV. Si vous n'avez pas d'expérience, dans le résumé de votre CV, vous pouvez tout simplement mettre en recherche active en ce moment et donc ouvert à tel type d'opportunité. Euh, vous pourrez mettre recherche tel type de poste. Vous pouvez mettre j'ai une capacité d'adaptation. Vous pourrez mettre je suis ouvert, je suis motivé. Vous mettrez ce que vous apporterez à l'entreprise qui veut vous recruter en face, même si vous n'avez pas d'expérience. Vous mettrez pas encore d'expérience, mais désireux d'apprendre. Pas encore d'expérience, mais pourra s'adapter à tout type d'opportunité. Vous voyez que là, ça montre que vous n'avez pas de l'expérience, mais que vous voulez apprendre. C'est très important. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question-là également. On va poursuivre. Ah non, on va rester sur cette slide. Sur ce slide, pardon. L'IA votre allié secret. On parle d'analyse et d'adaptation. On parle de rédaction assistée, d'éthique et d'authenticité. J'insiste sur l'éthique et l'authenticité parce que franchement, j'ai déjà eu des gens en entretien qui ont utilisé l'IA pendant que je leur passais l'entretien et je les ai recalés. Vous allez trouver ça dur. Mais une personne qui dépend totalement de l'IA n'est pas digne de confiance. Franchement, beaucoup de recruteurs pourront vous recaler à cause de ça. C'est important d'être dans l'ère de la digitalisation. C'est important de s'accommoder aux tendances actuelles, mais il faut rester vous-même. N'oubliez pas ce que vous avez appris à l'école. N'oubliez pas ce que vous avez eu à faire dans vos formations antérieures. Et donc, au moment de l'entreprise, au moment du recrutement, pardon, vous n'utilisez que l'IA. Il faut utiliser l'IA de manière sage, de manière intelligente et toujours, s'il vous plaît, ne montrez pas que vous utilisez l'IA. C'est pourquoi j'ai mis vocalier secret. Donc, utiliser l'IA pour faire son CV, ce n'est pas quelque chose de mauvais, au contraire. Ça peut franchement vous aider au quotidien, mais évitez le copier-coller. Généralement, nous, les recruteurs, on sait détecter l'IA, même sans forcément avoir besoin d'un logiciel. Je sais voir quand quelqu'un utilise l'IA. Il y a des petits signes qui ne crampent pas. Il y a des virgules mal placées. Il y a des mots qui se répètent encore et encore. Il y a même l'énergie que la phrase peut renvoyer. Parfois, l'IA donne des phrases vendeuses, mais sans âme, sans émotion, et donc je peux le reconnaître. C'est pourquoi il faut utiliser l'IA, mais de manière secrète et de manière intelligente. Vous pouvez reformuler ce qu'on vous donne. Vous pouvez juste comprendre l'idée que ChatGPT voulait vous renvoyer et donc aller dans le même sens pour reformuler. L'éthique et l'authenticité. Évitez de mentir sur votre CV. Jamais. Généralement, beaucoup de personnes mentent sur leur CV ou veulent trop se vendre et après, on croit ce sont des imposteurs. Alors que parfois même, c'est pas forcément le cas. Donc, évitez ça. L'IA peut vous aider déjà à vendre un peu plus votre profil. Donc, pourquoi pas l'utiliser, mais de manière intelligente. C'est très important, ce point-ci. Voilà, on va passer à la deuxième partie. Voilà, on va commencer par les CV.
on va revenir directement à la question de tout à l'heure. Euh, est-ce que est-ce que vous allez nous montrer les CV? Est-ce que vous pourrez nous dire quels sont les CV qui sont franchement attrayants? Voilà, c'est pour cette partie que j'ai tenu à venir avec des CV. Voilà, c'est juste des exemples pour vous montrer en quelque sorte comment ça va se passer. Donc là, c'est un CV par exemple qui est bon selon moi. Euh, il y a toutes les informations. Les couleurs ne sont pas trop flashy. C'est vrai que la personne a utilisé le vert et donc le vert est un peu flashy de base. Mais disons que ça passe, ça va, ça passe. Donc le CV, j'ai essayé de cacher les informations comme je pouvais afin que, voilà, pour éviter les problèmes, pour éviter que, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette personne dans le webinaire ou pas, éviter de frustrer ou éviter des problèmes tout simplement avec le travail, parce que ce sont des candidats que j'ai eu à auditionner pour des postes. Donc voilà, voilà un CV. Il y avait une photo, bien évidemment, je l'ai cachée. Le CV est présenté comme suit. C'est vrai que c'est un peu un désordre mis comme ça, mais normalement c'est un CV de, je pense, 3 pages. Et donc pour pouvoir bien le montrer, je l'ai regroupé de cette manière. Vous voyez qu'il y a une photo. Je l'ai supprimée. Je ne l'ai pas supprimée, je l'ai cachée. La photo, c'était une photo professionnelle. Une très belle photo d'ailleurs. Elle était générée par l'IA, mais c'était une belle photo. Donc, je pense que la dame, elle a demandé à l'IA de... Elle a envoyé une de ses photos personnelles et elle a demandé à l'IA de mettre son visage sur cette personne. Et donc, ça se voit qu'elle a utilisé l'IA, mais la photo, elle est pas trop retouchée non plus. Je pense qu'elle a fait plusieurs essais pour que ce soit pas trop fake, je dirais ça comme ça. Mais l'IA lui a généré une photo avec son visage. Et c'était une très belle photo, franchement. Et c'était une photo surtout professionnelle. Évitez les selfies, évitez les filtres sur les photos des CV. Et évitez les filtres Snapchat, surtout, évitez. Franchement, quand on parle de photos professionnelles, euh, une photo de vous en chemise, en veste, dans un endroit où il n'y a pas trop de choses autour, où on se concentrera uniquement franchement sur vous, votre visage, une bonne posture, et puis voilà. Évitez les habits aussi trop flashy, parce que vous pouvez même faire une photo qui, euh, qui est belle, mais quand vos habits sont trop flashy, on se focalise sur vos habits, donc parfois on oublie même votre visage. Donc soyez, habillez-vous de manière sobre, de manière professionnelle, et puis faites une photo professionnelle. Donc voilà. Euh, on descend directement au niveau du nom. Si vous voyez, la dame, elle a mis finance, comptabilité, audit et contrôle de gestion. Ça, c'est ce qu'elle fait au quotidien. Ce sont les mots-clés qu'elle a mis en évidence. Elle a mis directement après le nom et le prénom. Vous voyez bien que une fois qu'on ouvre son CV, c'est la première chose qu'on voit. Et donc, si je cherche quelqu'un qui a fait finance, comptabilité, c'est la première chose que je verrai. Et voilà, ça donnera envie de lire encore plus son CV. Donc c'est important de mettre les mots-clés, de mettre ce pourquoi vous postulez en évidence. Donc là, après, elle a mis sur la partie profil le résumé de ce qu'elle fait au quotidien, de son objectif et de ce qu'elle voudrait faire. Et vous voyez que là, c'est clair. Regardez la taille de la police. Elle est normale. Regardez même le type de police qui est lisible, normal. Regardez la nuance de couleur au niveau des titres, des descriptions de postes, au niveau des années. On voit franchement, et puis c'est aéré, ça donne envie de lire. Ça en dit sur ce qu'elle fait, mais pas trop non plus. C'est vraiment intéressant. Regardez la partie compétences techniques. Elle a vraiment mis toutes les compétences techniques
que j'avais mis dans l'offre. Ne vous inquiétez pas, j'ai eu le temps de vérifier si elle a vraiment eu toute cette compétence technique parce qu'en entretien, je vérifie. Donc, elle a ses compétences et elle les a mis directement en évidence sur son CV. Elle a mis compétences techniques et après, elle est descendue. Elle a mis organisation et gestion du temps, communication. Là, on parle de soft skills qui était sur l'offre que j'avais mis en évidence sur LinkedIn. Et donc, elle a mis tous les points qu'on recherchait. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on la prenne en entretien. Vous avez vu, elle a même mis stagiaire assistante comptable. Dans un laboratoire, elle a vraiment mis toutes les expériences qu'elle a eues à avoir, même celles qui sont minimes pour certaines personnes. Et sachez qu'aucune expérience n'est minimisée. Même si elle est d'un mois, tant qu'elle est dans votre logique professionnelle, tant qu'elle est dans cette logique-là, qu'elle soit rémunérée ou pas, elle n'est jamais minimisée. Jamais. Donc, il faut toujours y mettre du tien. De votre sien, pardon. Parfois même, vous pouvez avoir fait un stage dans un hôpital alors que vous n'êtes pas docteur. Vous avez peut-être été juste assistant ou caissière pour un prochain poste de caissière. Pourquoi pas le mettre? Est-ce que c'est parce que vous avez été dans un hôpital que ça sera minimisé? Non, je ne pense pas. Donc, il est important de bien mettre vos expériences, de nuancer les couleurs sans être trop flashy, de mettre tout en évidence. C'est très important. Voilà, donc ça c'est tout pour le CV. Vous voyez que vous pouvez mettre des photos sur votre CV sans que ça ne fasse trop, sans que ça ne soit trop flashy. Vous avez bien vu que les couleurs sont jolies et ne sont pas trop exposées. Voilà. Ça, c'est un autre CV. On a pris le cas de tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Est-ce qu'on est obligé de faire des photos pour les CV? Je dirais que c'est pas obligatoire. Certaines personnes, malheureusement, dans le monde du recrutement, tout le monde n'est pas objectif. Parfois, vos photos vous disqualifient. Mais ça, c'est pas avec tous les recruteurs. Je dirais même que mettre une photo sur son CV, c'est un peu audacieux. Et c'est une initiative que j'applaudis franchement. Parce que très peu de personnes ont autant confiance en eux. Et malheureusement, il y a des recruteurs qui partent un peu au feeling sur le recrutement et qui peuvent vous juger à cause de votre image. Et donc, il faut être audacieux pour quand même mettre son image. Disons que ne pas mettre une photo, c'est une solution un peu je dirais pas confortable, mais je dirais une solution, quel terme j'utiliserais? Bon, je vais dire confortable, parce que encore si vous ne mettez pas de photo, on ne pourra pas vous juger sur qui vous êtes, sur votre physique, sur de quelle nationalité vous êtes. Donc, si vous ne voulez pas mettre de photo, ne mettez pas de photo. Voyons un CV qui n'a pas de photo, mais qui est tout de même parmi ceux que j'ai vraiment aimés. Il est sobre, il n'y a pas de photo professionnelle, mais il est lisible. Toutes les parties sont listées point par point. Bon, je pense que généralement avec les candidatures de RH, on est souvent très difficile parce qu'on se dit que c'est notre domaine et donc il faut bien présenter. La dame là, elle présente le poste d'assistante, elle se présente pour le poste d'assistante RH et donc elle avait intérêt, je dirais, à être très pointueuse. Vous voyez, elle a bien tout placé, elle a mis le numéro, la localisation, les points qu'elle maîtrise, elle a mis les expériences extra-professionnelles. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est important. J'ai même répondu à la question tout à l'heure avec les points de l'entrepreneuriat. Vous avez vu, pour les points de l'entrepreneuriat, elle a mis aux expériences extra-professionnelles. Vous voyez, quand vous regardez les couleurs, ce sont des couleurs simples, épurées, un peu de gris, un peu de bleu sombre. Les polices sont importantes aussi, pas trop flashy. Les polices sont bonnes. Elle a vraiment nuancé les titres et les descriptions de telle sorte à ce que les titres soient en gras et les descriptions soient simples, sans gras, linéaires. Tout est bien placé.
c'est présentable, c'est beau, ça passe. Vous voyez, donc sans photo, on peut avoir un bon CV. Je pense qu'il y a des questions. Excusez-moi, j'avais pas vu vos questions. Et dans le cas d'un étudiant sans aucune expérience, que doit-il mettre dans le CV qui puisse attirer l'attention? Je pense que j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure. Ben, mettez si vous avez de l'expérience en entrepreneuriat, mettez-le. Ou si vous n'avez pas d'expérience tout court, misez plus sur la partie comme elle a mis en haut, résumé, profil. Vous m'écrivez qui vous êtes, vous m'écrivez ce que vous représentez en un paragraphe, en un bloc. Vous mettez ce à quoi vous êtes prêt, pardon, ce que vous êtes prêt à faire. Vous m'écrivez en fait tout, vraiment un bloc de résumé de vous. Vous direz ce que vous êtes prêt à faire. Vous vous vendrez tout simplement. Vous allez bien évidemment avouer que vous n'avez pas encore de l'expérience dans ce bloc de mots-là, mais vous mettrez en exergue le fait que vous êtes ouvert à faire des efforts et à apprendre. Donc, c'est pas, je dirais que c'est pas une balle au pied, tout simplement, de ne pas mettre de l'expérience sur votre CV. Voilà. Tout se jouera tout simplement à l'objet que vous mettrez lorsque vous allez envoyer un mail, à ce que vous mettrez dans le mail, le corps de votre mail et à votre lettre de motivation. C'est là-bas que tout se jouera. Voilà. Euh, Pouvons-nous avoir des spécimens après, s'il vous plaît? On n'arrive pas à avoir le partage. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau. Lorsque cela arrive, c'est que c'est un problème de réseau. Il faudra se déconnecter et se reconnecter. Et lorsque vous allez revenir, vous allez voir ce qu'on partage. Parfois, c'est le réseau qui fait ça. Voilà. Donc, on va continuer avec un autre CV. Là, on a commencé avec les bons CV. On continue avec des CV pas très bons, je dirais. Voilà. Voilà. Je pense que j'aimerais savoir. Bon, on va faire un petit exercice spontané là pour vérifier que vous êtes toujours avec moi. Donc, quand vous voyez ce CV, quels sont les problèmes que vous détectez immédiatement? Répondez rapidement en commentaire, s'il vous plaît. Mettez-vous dans la peau d'un recruteur qui n'a pas forcément le temps de regarder certaines choses et tout. Qu'est-ce que vous détectez en termes de problèmes par rapport à ce que j'ai dit au tout début qu'il faut qu'il y ait sur un CV et ce que nous on regarde généralement en premier? Je vous écoute en commentaire. Je vous écoute. Ne soyez pas timide. Mettez-vous vraiment dans la peau d'un recruteur. Ne pensez pas que c'est dur. Franchement, soyez objectif. C'est trop flashy, oui, c'est vrai. Un autre point, je vous écoute. C'est pas un CV, mais un arc-en-ciel. C'est touffu et flashy, c'est très vrai, c'est vraiment touffu. Franchement, les caractères sont trop petits, voilà, également. J'aime bien votre franchise. Euh, Monsieur Rudel, vous avez raison, c'est pas un arc, c'est un arc-en-ciel, c'est gros éparpillé. Franchement, je vous rassure, vous allez encore dire que je suis difficile, mais ce CV, franchement, je n'ai même pas fait de secondes sur ce CV. Et il était tellement facile à retrouver dans la base de données au boulot, franchement. Donc, Monsieur Rudel a raison, c'est l'arc-en-ciel. Je pense que, je pense que la dame, parce que c'est une femme bien évidemment, il y a du rose. Elle voulait un peu représenter le côté féminin de la chose. Elle a mis du rose, elle a mis du marron. Je pense qu'elle voulait se démarquer et faire différent, mais à force de vouloir le faire, elle a tout gâté, tout simplement. C'est flashy, c'est en bloc, c'est illisible. Elle n'est même pas allée à la ligne. On voit des petits points, mais franchement, c'est compliqué. C'est illisible, c'est vraiment écrit, franchement. Déjà, je pense que vous avez vu ma photo sur la fiche, je porte des lunettes.
Est-ce que vous pensez que je vais avoir le temps d'agrandir pour lire? Franchement, imprimer, déjà que de manière virtuelle, c'est souvent facile parce que tu peux agrandir, mais franchement, imprimer, ça ne donne pas vraiment envie de lire. C'est gros en bloc. Il y a des mots qui sont mis en gras, mais étant donné que la police n'est pas lisible, ça n'attire pas vraiment l'attention. Les compétences ne sont pas mises en exergue. Franchement, rien ne va. Rien ne va. Et pourtant, vous avez bien vu que la dame, elle a de l'expérience. Elle a de l'expérience associative, elle a de l'expérience professionnelle, elle a fait plusieurs formations, mais le fait qu'elle n'a pas mis ça en évidence, qu'elle n'a pas su vendre ses expériences, ça l'a directement disqualifiée. Donc voilà, vous savez déjà quelles sont les erreurs à ne pas faire. Ouais, c'est abusé. Oui, c'est vraiment abusé. Vous avez raison. Et donc, je vais répondre à la question tout en haut. Pourquoi le recruteur n'a pas le temps? Parce que généralement, déjà, je vais prendre mon cas. Je suis consultante dans un cabinet. On a plusieurs clients qui ont des recrutements et quand ils nous donnent des recrutements, ils ont des deadlines à respecter. Ils nous donnent des deadlines à respecter. Et donc, on peut te donner un poste et tu n'as que 3 jours pour trouver 5 bons candidats. 5 bons candidats, tu vas poster l'offre et tu auras peut-être 50 personnes, 100 personnes qui vont postuler pour l'offre. Et tu dois créer les CV. Tu dois regarder 100 CV, 50 CV. Est-ce que tu penses réellement que quand tu me montres un CV aussi flashy, parce que selon toi c'est joli, j'aurai le temps de regarder point par point ce que tu essaies de m'expliquer, ce que tu essaies de me dire, ce à quoi tu veux renvoyer, ce que tu veux représenter? Franchement, non. Malheureusement, non. Non, c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est un peu dur, mais on manque souvent de temps pour regarder tous les CV point par point. C'est pourquoi il faut un CV clair, lisible, sobre, qui en dit long sur vous, tout simplement. La dame, même sans la rencontrer, là, on va la trouver. On va penser que c'est quelqu'un de fantaisiste. C'est quelqu'un qui aime tourner autour du pot. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui est éparpillé sans même l'avoir. Vous voyez que là, ça peut être vu comme un préjugé, mais en rythme, on va au feeling. On voit d'abord la première impression que tu donnes. Et donc, c'est un peu, ça l'a un peu disqualifié. Voilà. Donc, elle a même réussi à faire en sorte que j'ai son CV devant moi, mais elle a été disqualifiée parce que c'est mal présenté. Et si vous remarquez même un peu plus, il y a des petites erreurs de frappe. Alors que c'est censé être sa carte de visite. Il y a des erreurs de frappe. Elle met les loisirs avant les compétences. Elle met expérience à la mauvaise ligne. Les années sont éparpillées. Franchement, franchement, rien ne va. Voilà. Donc, on va présenter un deuxième CV. Est-ce qu'il faut souvent prendre des risques pour se démarquer avec nos CV pour porter l'attention? Est-ce qu'il faut souvent prendre des risques? Qu'est-ce que vous appelez prendre des risques, monsieur Jenadem? Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez prendre des risques? Le style de CV. C'est comme je disais tout à l'heure, vous pouvez être ambitieux, mais parfois votre ambition peut vous mettre une balle au pied. C'est pourquoi soyez ambitieux, mais gardez euh, le côté confortable, dans le sens où ce n'est pas des couleurs qui vont vous disqualifier. S'il faut que quelque chose vous disqualifie, c'est peut-être le manque de compétences, c'est peut-être que vous ne soyez pas en adéquation avec l'offre, mais pas parce que votre CV est mal présenté. Franchement, soyez ambitieux, cherchez. L'IA nous donne tout aujourd'hui. C'est comme je le disais tout à l'heure, il faudrait juste utiliser l'IA de manière intelligente. Cherchez avec l'IA quel type de CV attire plus l'attention. Ils ne vous donneront pas de fausses réponses. Vous pouvez chercher ce qui attire l'attention sans trop en faire. Vous pouvez taper tout simplement un bon CV qui attire l'attention à 6 secondes. Ils vous donneront les informations. Aussi, vous pouvez revenir vers moi avec votre CV. Je vous donnerai mes références à la fin.
pour que vous puissiez revenir vers moi si vous avez des questions supplémentaires, des préoccupations. Vous pourrez me présenter vos CV et on va en discuter ensemble de manière, bon, en aparté. Voilà. Pour les personnes qui vivent à l'étranger, il faudra mettre les photos ou non sur nos CV. Euh, Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément important. C'est vraiment quelque chose que qui est devenu tendance, mais c'est pas rédhibitoire. Vous pouvez mettre les photos ou pas, ça vient au feeling. Franchement, c'est au feeling. J'ai déjà fait des recrutements à l'étranger. C'est vrai que sur mon poste actuel, je travaille sur le Sénégal, mais sur le poste antérieur où j'étais, je travaillais pour la France et pour l'Ancre. Et donc, il y avait des CV de grands directeurs, des CV de 15 ans, 20 ans d'expérience où il n'y avait pas de photo. Limite, c'est moi qui leur courais après pour que ils se présentent pour le poste. Je les chassais. Donc non, la photo ne définit pas votre CV. Peu importe le pays où vous êtes, il faudra juste que votre CV soit clair. Et justement, comme vous le dites, certains jugent les photos. Parfois, vous mettez les photos qui vont bloquer directement le recruteur. Si les personnes ne sont pas objectives, euh, ils vous mettront de côté par rapport à vos photos. C'est pourquoi même, disons que le choix de ne pas mettre la photo, c'est un choix judicieux. C'est un choix, voilà, judicieux et confortable pour éviter ce genre de points. Voilà, donc voilà un deuxième CV qui n'est pas forcément bon. On va faire le même exercice. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Franchement, dites-moi. Le monsieur qui a dit l'arc-en-ciel tout à l'heure, franchement, je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire sur ce point, sur ce CV. Je vous écoute. Ah, vous ne voyez rien? Est-ce que quelqu'un d'autre ne voit rien? Ah, ok. C'est juste un point à souligner. Ok. D'accord. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous voyez sur le CV par rapport à comment c'est disposé et tout? Est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, par rapport à ce que vous avez retenu concernant le CV, qu'est-ce que vous voyez? La nuit. Je suis sûre que c'est le monsieur de... Non, c'est pas le monsieur de l'arc-en-ciel. Le monsieur de l'arc-en-ciel a dit c'est assez triste comme CV. Ah bon? Vous le trouvez triste, mais la personne a voulu mettre de la neige. C'est pas triste la neige. Comment ça la nuit? Bon oui, c'est un ciel étoilé, c'est la nuit, vous avez raison. Les polices n'ont aucun lien. Franchement, je pense que la personne a mis peut-être 5 polices sur ce CV. C'est vrai. Un dernier point, est-ce que quelqu'un a autre chose à souligner? Je vous attends rapidement. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire avant que on ne le corrige ensemble? On a des majuscules et des minuscules n'importe où. Franchement, voilà. Donc, je me souviens quand on était à l'école primaire, on dirait que une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ça, c'est une règle que beaucoup de gens négligent depuis beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est important. Vous allez dire que c'est dur et vous allez demander pourquoi, mais on regarde aussi ça. On regarde les fautes sur les CV. Beaucoup de gens font des fautes. Même si tu as, je ne sais pas combien d'années d'expérience, c'est vrai que ça arrive de faire des fautes de temps en temps. Oui, c'est désordonné, vous avez raison. Même s'il faut faire des fautes de temps en temps, franchement, je pense que le CV, c'est quelque chose que vous gardez et que vous modifiez au quotidien. Et donc, s'il y a des fautes, vous pourrez les voir et les changer au fur et à mesure. Et donc, si vous avez laissé les fautes, ça veut dire que même pour vous, vous ne savez pas que c'est une faute. Donc, c'est compliqué. Hum, donc, par rapport à la nuit, oui, il y a la nuit. Je comprends pas pourquoi la personne a voulu mettre la nuit en fond de son CV. Elle a mis la neige, elle a mis un ciel étoilé, elle a mis même une maison avec une croix. Franchement, la personne a voulu tout mettre sur son CV. Et encore là, comme dira mon collègue, échec. À ce point-là, à ce niveau-là, il dira tout simplement échec. Échec. Et pourtant, encore une fois, la personne a l'expérience. La personne a les années d'expérience, si vous voyez bien.
euh, la police n'est pas bonne. Exactement. C'est hyper fantaisiste, monsieur Ongo. Franchement, je n'ai même pas regardé son CV. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi la personne a mis la place de la maison en bas. Au niveau où la personne a mis ses références par rapport à son travail. Je comprends pas. C'était pas obligé de faire tout ça, de mettre tout ça. Malheureusement, la personne l'a mis. Mais je trouve la personne assez intelligente parce qu'elle a mis son lien LinkedIn sur son CV. C'est quelque chose que les gens oublient souvent, mais c'est intéressant, c'est important. Non, bon, je sais pas si c'est une église. Je pense que vous faites... Je sais pas si c'est une église. Peut-être c'est une église dans la neige. Je pense que vous faites vraiment une fixette sur cette maison. Voilà. Au niveau de la police, franchement, c'est mélangé. Comme je vous l'ai dit, la personne même n'a pas mis en évidence les mots-clés, n'a pas mis en évidence les entreprises où elle a été, les années non plus. C'est mélangé, mélangé, comme on dit souvent dans le jargon familier. Et franchement, ça l'a directement disqualifié parce que à force de vouloir trop faire, de vouloir faire joli, cette personne a tout gâté. Cette personne a tout gâté. Et vous diriez encore que on est difficile, mais cette personne postulait pour un poste d'assistante RH. Et même, a déjà été assistante RH. Donc, on va se demander, mais madame, c'est votre domaine. Comment est-ce que vous faites ce genre d'erreur? Mais beaucoup de personnes ne le savent même pas. Ils ne le font pas sciemment. C'est pourquoi, généralement, même après avoir fait vos CV, cherchez des professionnels pour qu'ils vous donnent leur avis sur ce genre de choses. Ça peut vous aider. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, vous avez déjà tout dit. On va poursuivre rapidement. On est presque arrivé à la fin de notre webinaire. Voilà, donc c'est une partie assez théorique. Par rapport à tout ce que j'ai eu à dire, à ce sur quoi on a eu à échanger, donc vous allez vous tester sur 5. Vous donnerez vous-même une note par rapport à votre photo professionnelle, le dynamisme que votre auquel votre CV renvoie, les titres, est-ce que c'est aligné, les mots-clés, est-ce que c'est vraiment mis en exergue. Voilà, je pense que les personnes qui ont un peu mis 8 et 7 au début, quand je demandais s'ils sont prêts pour le recrutement, je pense que vos notes vont un peu descendre. Si vous êtes humble et honnête envers vous-même, bien sûr. Donc, est-ce que votre CV est en format PDF? Est-ce que la structure et est-ce que l'IA que vous avez utilisé ne vous disqualifie pas par rapport aux ATS? Est-ce que vous utilisez les verbes d'action sur vos CV? Est-ce que vous utilisez des chiffres concrets? Voilà. J'attends vos propres notes que vous m'écrivez vous-même en commentaire sur 10-5. Donc, de 0 à 2, c'est urgence. Il faut vraiment que vous revoyez votre CV. De 3 à 4, c'est peu mieux faire, donc il faut optimiser encore plus. Et 5, c'est prêt pour 2026. Donc, je vous écoute par rapport à ce qu'on a dit. Et soyez franchement honnête, ça vous aidera vous-même à vous réasseoir sur votre CV, de rediriger les points que nous avons énumérés par rapport à vos CV pour optimiser les choses. Voilà. Donc, Madame Monique dit croix 4. Les autres, je vous écoute. Voilà, je vous écoute. C'est un exercice assez pratique. C'est vraiment pour voir si vous avez retenu ce qu'on a eu à faire et ce qu'on s'est dit. Et si vous êtes prêt à changer ça, voilà. C'est un peu une introspection par rapport à ce qu'on s'est dit. Donc, je vous écoute. N'hésitez pas encore à commenter, à vous noter vous-même. Je vous demande pas forcément d'aller rouvrir vos CV maintenant et vérifier ce que j'ai dit, mais même par rapport à ce que vous avez fait vous-même, ce que vous avez mis sur vos CV, combien vous m'écriez, quel est le score que vous m'écriez. 2, 4, ok.
Je suis en train de refaire en même temps. Oh là là. Là, c'est catastrophique, madame. Ça va aller. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui vont refaire leur CV ou un peu plus optimisé, euh, je suis là. Je vous donnerai mes références à la fin. Je vous donnerai le nom de mon profil LinkedIn. Vous pourrez m'ajouter sur LinkedIn. Également, je répondrai à vos messages sur LinkedIn pour vous aider. Si vous avez déjà arrangé vos CV, si pour booster, ok, deux, ok, là il y a urgence. C'est compliqué. Franchement, pour faire les CV, je conseille Word. Je conseille Word parce que c'est une valeur sûre. C'est un vieux jeu pour certaines personnes, mais ça vous donne plus de contrôle sur ce que vous faites. Et c'est moins, ça vous bloque moins pour les ATS. Franchement, les ATS, beaucoup de gens ne savent pas. Vous pouvez les postuler 10 fois dans la journée et vous allez croire que vous avez tué dans la façon de postuler parce que vous avez beaucoup postulé. Mais généralement, même les recruteurs ne reçoivent pas vos CV. Donc, les ATS bloquent vos CV et donc on ne reçoit même pas vos CV. Donc, franchement, je conseille Word. Exactement. Vous pouvez le faire sur Word et le convertir en PDF. N'envoyez pas vos CV, s'il vous plaît, aux recruteurs sous forme Word, sous forme photo. Franchement, non. Erreur à bannir encore une fois. Évitez ça. Envoyez-les sur PDF. Voilà. Euh, je pense que pour cette partie, voilà, c'est un peu bon. On va prendre la prochaine partie. Voilà. Donc, on va conclure et après, si vous avez des questions, vous pourrez les écrire en commentaire ou tout simplement, vous pourrez ouvrir vos micros. Je pense que le modérateur va forcément diriger les questions. Voilà. En conclusion, on est arrivé au terme de notre webinaire. Euh, il était question de parler des prérequis, mais également de la conception du CV. Dans un premier temps, il est important de définir pourquoi. Le pourquoi, comme je l'ai dit au tout début, c'est votre moteur. Donc, il faut savoir quelles sont vos valeurs, quelles sont les missions que vous voulez donner, que vous vous donnez au quotidien et que vous voulez appliquer dans le monde professionnel. Cherchez les entreprises qui sont en adéquation avec votre profil et ce que vous voulez. Ensuite, optimisez votre vitrine, vous créez un profil LinkedIn, vous faire vous connecter aux bonnes personnes sur LinkedIn, que ce soit des directeurs, que ce soit les recruteurs des entreprises où vous voulez postuler, ou tout simplement des entreprises que vous admirez au quotidien. Connectez-vous à eux sur LinkedIn, créez vos comptes LinkedIn, connectez-vous à eux, c'est important. Envoyez, et une fois qu'ils vous ont même accepté sur LinkedIn, envoyez des messages, je ne sais pas moi, merci d'avoir accepté de vous connecter à moi, je vous souhaite une bonne journée, c'est un plaisir de faire votre connaissance et de partager des choses avec vous sur LinkedIn. Franchement, faites-vous créez des connexions, faites-vous des relations, c'est important. Elles vous aideront sur le long terme. Pour vous, c'est un peu minime au début, mais après, ça vous aidera beaucoup. Ça vous aidera beaucoup, même pour avoir de la visibilité et de la crédibilité, c'est important. Donc, il faut prouver votre valeur avec le CV. Euh, on a parlé du CV tout à l'heure. Faire un bon CV, quels sont les points qu'on regarde en premier quand on voit votre CV, le nom, euh, le titre de ce que vous faites ou de ce que vous voulez en termes de poste. Euh, les compétences, toujours les mettre en gras pour attirer l'attention. Une chronologie logique au niveau des expériences, de la plus récente à la plus ancienne, mettre les diplômes, les certifications. Pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience, mettez vos expériences en entrepreneuriat si vous les avez. Ceux qui n'en ont pas aussi, faites un résumé dans votre CV de qui vous êtes, un résumé vendeur qui montrera aux recruteurs que vous voulez bel et bien travailler et que vous êtes ouvert à apprendre. Voilà. Donc ça, c'est pour le CV. Ensuite, n'oubliez pas, vous le mettez en fichier PDF. Ensuite, et à la fin, l'IA. Donc, l'utilisation de l'IA de manière intelligente.
n'oubliez pas, vous pouvez utiliser l'IA, c'est même recommandé, mais évitez de l'utiliser en entretien, évitez de trop l'utiliser sur le CV de telle sorte qu'on saura que vous avez utilisé l'IA. Ça doit vraiment être un outil, mais un outil secret pour vous. Voilà, un outil qui vous aidera à vous vendre sans trop vous vendre, donc sans mentir, mais voilà, un outil qui vous donnera un peu plus d'idées, voilà, qui vous donnera des idées pour votre profil. C'est possible de prendre un CV et de le parfaire avec l'IA. Oui, c'est possible. L'IA vous donnera d'autres idées, vous donnera des reformulations qui vous aideront. Un guide d'idées, c'est-à-dire, madame, qu'est-ce que vous appelez un guide d'idées? Voilà. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Donc, à base de ce premier webinaire, est-ce que vous pensez que vous êtes prêts pour postuler en 2026? Voilà. Selon vous, est-ce que vous pensez que vous êtes prêts? Voilà, je pense que c'est la séquence des questions. Elle sera dirigée par notre modérateur et je répondrai à vos questions. Il vous donnera la parole. Je pense que vous allez pouvoir ouvrir vos micros. Puis voilà. Merci Ashley. On acclame, on acclame. Je vois beaucoup d'émojis. Monter, monter, on acclame. Merci, merci. Merci, c'est super. Merci pour cette si belle présentation. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui sont restées jusqu'à la fin accrochées à ce que tu disais. Et oui, il y a M. Rodel qui dit j'ai aimé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci, merci. Alors, sur MindUp en général, ce qu'on fait toujours, c'est de pouvoir poser des questions pendant la présentation. Et j'ai vu que vous avez vraiment joué le jeu, j'aime beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, vous avez joué le jeu et que vous êtes resté jusqu'à la fin. Maintenant, on a fait 1 heure de présentation. J'ai envie de dire, voilà, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Parce que je ne vais pas en prendre trois, s'il vous plaît. Il faut vraiment qu'on se sépare. On est à 1h38. Avant d'entamer les questions, j'ai envie de dire, on est en train d'enregistrer le webinaire, donc il sera diffusé sur la page YouTube de MindUp. Donc vous pourrez retrouver tout ce qui a été dit et on va programmer un autre webinaire pour la deuxième partie qui parlera de la préparation pour l'entretien d'embauche et aussi de la chasse, de la recherche d'emploi en tant que tel. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas, levez la main ou dites-le dans le chat. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Question, suggestion, remerciement, n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si personne ne se prononce parce que personne ne veut parler en premier ou personne ne se prononce parce que vous ne voulez pas vous prononcer. J'ai quelqu'un qui dit 2 ou 3 red flags à éviter. Donc, est-ce que Ashley, tu peux nous donner 2 ou 3 red flags à éviter, je ne sais pas moi, en termes de rédaction de CV, des trucs qu'il faut absolument, absolument, mais alors là, absolument pas faire. La parole est à toi, Ashley. Deux grands red flags pour un CV. Je pense que pour le CV, on a un peu, vous les connaissez déjà tous par rapport au webinaire qu'on vient de tenir, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de l'écriture. Maintenant, une fois que vous avez bien écrit votre CV, franchement, je pense que le red flag, c'est, je dirais, la façon de nommer votre CV. Vous savez, même la façon dont vous nommez votre CV est importante. Certaines personnes, franchement, je pense que si mon collègue est dans la réunion, il se reconnaîtra. Dernièrement, il a reçu un CV et la dame avait nommé ça et elle n'a pas renommé le CV avant de l'envoyer. Donc nous, lorsque nous avons reçu le CV, c'était écrit CV de bébé. Et le bébé, c'était écrit 2B. Donc CV de bébé. Donc elle a abrégé même bébé. Et bébé, c'était pas son nom, bien évidemment. Donc ça, c'est déjà un red flag. Même la façon de nommer votre CV peut vous disqualifier. Donc, il est important de bien nommer votre CV. Donc, vous mettez votre nom et votre prénom. Vous pouvez mettre CV, je sais pas, CV-du-6, vous mettez votre prénom, vous commencez. On commence toujours par le prénom dans le monde professionnel, pas par le nom. Je sais pas, vous mettez votre prénom et vous mettez votre nom. Ça, c'est la façon de nommer votre CV qui est importante.
Également, vous devez toujours le mettre sur fichier Word. Évitez les fichiers JPEG ou, je sais pas, Outlook. Évitez d'envoyer vos CV avec des liens Google Drive. Ça aussi, c'est un red flag. Le recruteur n'aura pas forcément le temps d'aller ouvrir le lien Google Drive. Et sachez que lorsque vous envoyez votre CV sous cette forme-là, on doit attendre parce que Google Drive vous demande la permission si la personne qui a reçu le mail peut ouvrir le lien en fait. Et nous, ça nous perd du temps. Et comme on n'a pas le temps pour ça, dès qu'on voit le lien Google Drive, on swipe, on passe à autre chose. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est un red flag qu'il faut, un red flag pour nous les recruteurs. Un troisième red flag, euh, au niveau des prérequis, je pense que c'est les parcours penchés. Les parcours penchés dans le sens où les formations ne sont pas en adéquation. Les formations sont un peu embrouillées. Donc là, toi, tu as peut-être fait une licence en RH et tu passes toute ta vie dans un centre d'appel. Et après, tu veux venir postuler pour un poste de RH. Sauf que tu n'as même pas déjà de base dans ce domaine-là, vu que tu as passé toute ta carrière en centre d'appel. C'est un peu compliqué sur ce point-là. C'est pourquoi je vous conseille de restructurer vos carrières, de restructurer le domaine professionnel, de le renvoyer. Si vous avez commencé en centre d'appel, continuez à postuler dans votre domaine. Franchement, essayez toujours de trouver des stages, du travail dans votre domaine. Sinon, même lorsque vous allez trouver quelque chose, on vous demandera ben, pourquoi vous avez fait des études dans ça et vous faites ça. Ça n'a pas vraiment de sens et on va vous voir comme quelqu'un qui est embrouillé. Donc je pense que ça aussi c'est un red flag. Voilà. Donc je pense que j'espère que j'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y a une autre question, une deuxième question rapidement? Super, merci Ashley. On prend une dernière question, alors une toute dernière avant de se séparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser la toute dernière question? Une toute dernière question. Non? Personne? Ok, il y a une dernière question qui vient de tomber. Est-ce qu'une personne qui a une licence en communication ou marketing a sa place au centre d'appel? Ashley? Je pense réellement que c'est une question très importante et très intéressante, étant donné qu'on est sur le marché du Sénégal et que la majorité des jeunes étudiants ou des jeunes tout court, travaillent en centre d'appel. Je pense que la question, elle est très importante. Oui, je dirais que oui, dans le sens où la communication et le marketing sont un peu utilisés en centre d'appel. Le centre d'appel vous apprend à être commercial, à savoir vendre. Vous utilisez de la communication active ou passive pour vendre. Vous utilisez le marketing, vous vendez des choses en fait, même aux gens qui ne veulent pas forcément acheter. Et donc oui, une personne qui a fait communication ou marketing peut, euh, peut avoir sa place en centre d'appel parce que c'est un peu son domaine. Mais non, est-ce que cette personne doit durer un centre d'appel? Je dirais que non. Franchement, pour avoir fait le centre d'appel, oui, parce que je l'ai fait, c'est pas vraiment un aura où tu dois durer si tu veux aller vraiment, vraiment loin en fait. C'est plus de l'apprentissage à la dure. Voilà, le centre d'appel, c'est l'apprentissage à la dure. Tu apprends des choses de manière difficile, tu dois être vraiment autodidacte, tu dois être résilient, tu dois être fort. Et donc, je pense que c'est une bonne formation pour continuer son parcours, je dirais. Ça travaille beaucoup la résilience. Et donc, une licence en communication et en marketing peut aller en centre d'appel dans le sens où le centre d'appel, ça dépend maintenant du produit que vous vendez et de ce que vous faites parce que vous pouvez faire télévente et vous pouvez être tout simplement conseiller. Mais même dans ces deux cas, c'est en adéquation avec la communication. Conseiller, client, vous faites dans la communication. Et marketing, si vous faites les ventes, vous faites dans le marketing, vous faites dans le commercial. Et donc oui, vous pouvez avoir une place dans ce domaine-là. Mais ne vous limitez pas au centre d'appel, continuez à chercher en entreprise, dans d'autres entreprises. C'est important. Il y a la communication et le marketing dans toutes les entreprises actuellement dans la vie de tous les jours. Donc ne vous limitez pas au centre d'appel. Je voudrais dire que le centre d'appel, c'est un peu la facilité parce que c'est facile de trouver un poste au centre d'appel.
Mais même de nos jours, c'est difficile de trouver un poste en centre d'appel, c'est vrai. Mais ne vous limitez pas à ça. Ne vous limitez pas à ça. Donc, c'était la dernière question, mais je vois une autre question. Est-ce que vous recommandez d'adapter notre CV à une offre d'emploi, même si on n'a pas forcément les qualités, compétences qu'on rajoute? Par exemple, dire qu'on s'adapte vite alors que pas forcément, ou dire qu'on maîtrise le pack office alors que non. N'allez pas dire que je vous ai envoyé mentir, s'il vous plaît. N'allez pas dire que je vous ai envoyé mentir, mais je dirais que lancez-vous en fait. Lancez-vous. Euh, Généralement, les ambitieux ont tout ce qu'ils veulent dans la vie. Parce que quand on est ambitieux, on a facilement les choses que même les personnes qui sont peureuses n'auront pas en fait. Si vous n'avez pas une facilité à vous adapter, ben, et qu'il faut quelqu'un qui s'adapte, mettez quand même ça sur votre CV. Qu'est-ce que vous perdez? L'adaptabilité, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on travaille euh, comme ça. C'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose qu'on travaille sur le terrain. Et donc, c'est sur le terrain que vous allez travailler le côté adaptabilité. Donc, si vous n'avez pas d'expérience, mais que vous dites que vous ne mettez pas ça sur votre CV, alors que c'est un point, mettez-le, vous allez le travailler avec le temps. On apprend sur le tas. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas. On n'apprend pas tout comme ça. Donc, je ne vous demande pas de mentir, mais je vous demande de vous vendre en fait. Lancez-vous, n'ayez pas peur de postuler pour des offres qui ne sont pas, qui sont selon vous trop dures pour vous. Ne vous minimisez pas, ne minimisez pas votre expérience, ne minimisez pas les études que vous avez faites. Si vous vous sentez capable de faire, faites-le, lancez-vous. Et même s'il faut que vous appreniez sur le tas, ben, vous allez apprendre sur le tas. Vendez-vous au maximum pour avoir le travail que vous voulez. Et une fois que vous êtes sur place en entreprise, formez-vous. Évitez bien évidemment de montrer que vous ne connaissez pas. Sinon, on vous prendra pour un imposteur. Mais voilà, apprenez en silence. Soyez sage quand vous allez apprendre sur place si vous n'avez jamais fait ça. C'est comme quelqu'un qui dit j'ai à utiliser SagePay. Vous passez même les tests techniques, vous commencez en entreprise et vous n'avez jamais utilisé SagePay. Il y a des vidéos YouTube qui montrent comment on utilise SagePay. Formez-vous en cachette. Ou même lorsque vos collègues utilisent, ben, posez des questions de manière stratégique, de telle sorte qu'il ne saura pas que vous ne connaissez pas. Apprenez toujours en fait. Apprenez toujours. Lancez-vous, n'ayez pas peur que ce qu'on met sur les posts, les offres ne vous bloquent pas en fait. Franchement, apprenez. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette question également. Merci, merci Ashley. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce dimanche 5 avril. On se dit certainement au dimanche prochain pour la deuxième session. Ça fait plaisir de voir que vous êtes vraiment, mais alors vraiment là pour le webinaire. Alors la séance prochaine, ça sera entretien d'embauche et puis la chasse aux offres. Je vous invite à appeler d'autres personnes si vous connaissez quelqu'un qui aura potentiellement besoin de ça. Ok, je vois, n'oubliez pas vos coordonnées. Alors, je ne sais pas comment vous avez eu le lien, mais normalement, sur le message envoyé, il y a comme ça le lien de la communauté. Et donc, il vous suffit d'écrire à l'admin que je suis, ou alors vous pouvez me contacter si vous êtes au Sénégal au 76 742 43 09 pour que je puisse vous mettre en communication avec Ashley. Je vous écris le numéro sur le chat. 742 43 09. Donc il suffit de m'écrire, c'est le numéro officiel de Mind Up Academy pour qu'on puisse voilà, vous mettre en contact. Et également le LinkedIn donc de Ashley, c'est Ashley Asama. Et voilà, si je pense que je vais l'écrire aussi, c'est mieux. Je vais l'écrire Ashley Asama. À défaut, si vous le cherchez et que vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire, comme ça je vais vous envoyer le lien directement. Donc merci à tous, c'était un plaisir de vous avoir. La séance est levée et on se dit à dimanche prochain. Peace. Merci à tous. Au revoir. On se voit à la prochaine séance. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Et puis voilà.
J'espère que ça vous a aidé et que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Au revoir.